Salut! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Il n'est jamais trop tard du bilan d'avril. Oui, on est fin mai. Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein, c'est pas évident. Donc, a priori, j'ai 5 lectures, 1, 2, 3, 4, 5 lectures à vous présenter, qui sont en plus les lectures que j'ai fait au début du mois, mais je pense que ça devrait aller parce que j'ai pris des notes. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc je vais vous les faire de la plus récente jusqu'à la plus ancienne, et comme toujours, vous le savez, je ne parle pas de toutes les lectures que j'ai fait en avril, je parle de celles dont je n'ai parlé qu'en vlog, et je fais un point lecture pour les personnes qui n'aiment pas trop les vlogs longs, en sachant que les autres lectures ont a priori des vidéos dédiées, donc vous pouvez très facilement retrouver tous mes avis en vlog très détaillés, parce qu'en général en vlog je détaille beaucoup plus qu'en point lecture. Si jamais ça vous intéresse, en barre d'infos je vous mets les liens et vous allez voir dans la barre d'infos du vlog, vous pouvez retrouver point lecture, vidéo terminée, et cliquer et aller directement là où ça vous intéresse. Et je vous remets les vlogs dédiés pour les autres lectures dont je ne vais pas parler ici. Voilà, donc je vais commencer cette vidéo avec un coup de cœur, une excellente lecture qui a été une lecture commune que j'ai fait avec Juliette, et je vous parle, je pense que vous vous en douterez si vous avez suivi les vlogs, de Meute de Karine Renberg, que je n'ai pas là à côté de moi parce que tous les livres lus, j'essaye de les mettre là-haut maintenant, histoire de désencombrer cet endroit qui est a priori plutôt l'endroit pâle. Donc je suis désolée, j'espère qu'on n'entendra pas trop la tondeuse en fond, mais il faut que je filme et il faut faire avec, hein. J'espère vraiment que ça va pas trop s'entendre. Bref. Meute, c'est l'histoire d'un monde post-apo a priori où il y a des loups-garous, et les loups-garous sont des humains qui ont été infectés, contaminés par un autre loup-garou, et ils sont très très mal vus et perçus par les humains parce qu'ils sont effectivement potentiellement dangereux, et aussi parce qu'il y a énormément d'a priori vis-à-vis d'eux. D'ailleurs, c'est beaucoup plus d'a priori qu'autre chose vis-à-vis d'eux. Et en fait, on suit le personnage de Nathanaël, qui est un loup-garou qui a été mordu quand il était assez jeune, je crois, qui vit un peu dans les bas-fonds de la ville où il survit, enfin, il vit pas trop mal, en tout cas, financièrement parlant, grâce à des combats clandestins qu'il mène et où il est plutôt bon. Et on va se retrouver dans un monde qui est assez sombre, assez noir, avec des descriptions de combats assez violentes, avec un univers somme toute assez violent. Mais on va aussi retrouver, et c'est ça le gros point fort de Meute pour moi, on va retrouver tout un tas de relations amicales, amoureuses, tout ce que vous voulez, très 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 puissantes. Nat, bah voilà, il fait sa vie, c'est pas évident, c'est un loup considéré comme un solitaire, je crois qu'il y a un mot pour ça. Il y a les alphas, les bêtas, les omégas, et bon bref, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un loup solitaire, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins rattaché à une meute, mais il va, il vient, il fait sa vie de son côté, et il vient surtout quand on l'appelle et qu'on a besoin de lui. Donc Nat, il fait sa vie de son côté, il a peu de contact avec la meute parce qu'il n'est pas très à l'aise au sein de la meute, et il a surtout un meilleur ami qui s'appelle Val, et qui est certainement un de mes personnages préférés de toute l'histoire, qui lui est très caractérisé par le fait d'aimer les chats et d'aimer les félins, et je crois que son surnom c'est la panthère, quelque chose comme ça dans l'histoire. Et c'est très drôle parce que c'est deux personnages qui sont extrêmement complémentaires, extrêmement complices, qui s'aiment énormément, très 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 fort, mais qui sont aussi sur plein d'aspects très opposés, et c'était vraiment très chouette. Je vais rentrer un petit peu dans les thématiques abordées de Meute parce que je n'ai qu'une envie, c'est que vous le découvriez. La narration de Meute, elle est assez particulière pour deux raisons. Déjà, on va alterner les points de vue, on va suivre différents points de vue, et surtout parce que ces points de vue sont rapportés à la deuxième personne du singulier, donc le tu. Donc on a une narration avec un tu qui est assez déstabilisant au début, il faut un petit peu de temps pour se mettre dedans, mais ça m'avait fait pareil avec N.K. Jemisin, et au final c'était très bien passé, on s'y fait, et je trouve qu'une fois qu'on a passé ce premier a priori un peu déstabilisant parce qu'on n'est pas habitué, ça crée une connexion entre le narrateur et le lecteur qui est vraiment très forte, et qui est très très bien menée dans Meute. Au tout début de l'histoire, Nat est appelé à la meute, est appelé par la meute, par l'alpha de la meute, pour venir dans la maison qu'il leur a prêtée, puisque lui il a hérité d'une grande maison, et toute la meute vit dans cette maison. Il va à la maison parce que l'alpha l'appelle et a besoin de lui, puisqu'ils doivent partir je ne sais plus pourquoi, et qu'il y a un jeune loup qui est arrivé, un jeune louveteau, donc un humain loup-garou, qui a l'air d'être très traumatisé par quelque chose, qui parle pas, qui reste très enfermé dans son coin, qui a
beaucoup de peur et voilà, qu'il faut surveiller en fait, qu'on ne peut pas laisser tout seul. Et donc on demande à Nat de venir passer une nuit à la maison et pas franchement s'occuper du gosse, mais voilà, de le nourrir et de juste surveiller qu'il se passe rien et de le protéger éventuellement. Et donc Nat, il est pas fan parce que Nat, c'est pas le loup qui a le plus déjà l'esprit de meute, mais en plus le côté un peu paternel voilà, dans sa personnalité. Sauf qu'il va se passer quelque chose de très étonnant pour lui, c'est qu'il va très rapidement s'attacher à ce louveteau traumatisé qui ne parle pas et qui ne communique que par les liens d'esprit de la meute et que sans s'en rendre compte, il va nouer un lien avec lui qui est très particulier. Je vous spoil pas grand chose, ça arrive dès le début et tout le reste de l'histoire va avancer autour de cette relation et de toutes les autres relations par extension puisque Nat a pas mal de relations extérieures à la meute. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que je trouve que les relations sont d'une beauté et d'une justesse incommensurable, d'une bienveillance, d'une douceur. Tout l'univers est hyper violent et vraiment dur et affreux, mais toutes les relations qu'ont les personnages sont des endroits, des safe places, où Nat peut, voilà, va retrouver Val et ils vont, entre guillemets, lécher leurs plaies l'un l'autre parce que, voilà, pour diverses raisons, où ils vont se soutenir, s'aider. Val va être un pilier extrêmement important pour Nat, qui est extrêmement déstabilisé. Et on va retrouver tout un panel de relations dans cette idée-là qui sont incroyables. Par exemple, Nat, il a un amoureux qui s'appelle Enzo, et pendant un long moment d'histoire, quand le lien va se créer avec le louveteau, il va un petit peu déconnecter d'avec Enzo, qui va avoir une réaction que je trouve tellement saine et tellement incroyable, à savoir qu'il va se dire qu'il faut qu'il laisse du temps à Nat et qu'il n'a pas d'explication à exiger, que Nat peut-être ne va pas bien, peut-être a besoin de temps et que il va lui laisser ce temps et que quand Nat sera prêt à venir lui expliquer, il le fera. Et tout est basé sur ça en fait, tout est basé sur ce respect, ces échanges et le consentement aussi, et je trouve ça assez magnifique, incroyable et nécessaire. L'univers est assez violent, c'est vrai, on a des descriptions assez violentes, c'est vrai aussi. Ceci étant dit, deux choses. Premièrement, c'est pas tellement plus violent que notre univers à nous, et je vois là pour moi une très belle métaphore de ce que l'on peut vivre et d'à quel point les relations qu'on peut nouer peuvent être des safe places qui nous font du bien et qui sont nécessaires. L'autre point, c'est qu'à la fin du bouquin, vous avez une page entière de trigger warning, et comme ça, vous saurez si vous pouvez lire ou pas ce livre. C'est voilà, c'est très détaillé, c'est très bien, et tous les bouquins devraient faire ça, mais ça c'est un autre débat. Autre point que j'ai adoré dans Meute, et ça fait 1000 ans que je parle de ce livre, il va falloir que je passe aux autres, toute la diversité des représentations. On a des personnages qui sont homo, on a des MMFF, on a des personnages qui sont a priori asexuels, on a des personnages qui sont handicapés, qui ont des handicaps, que ce soit des handicaps moteurs comme d'autres genres d'handicaps. On a un personnage de toute évidence qui a un gros syndrome post-traumatique, et ça c'est bien traité et bien développé. On a des personnages qui sont totalement indifférenciés, qu'ils soient femmes ou hommes, qui ont les mêmes capacités, les mêmes compétences, et on ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Ils sont mélangés de manière parfaitement uniforme et sont considérés comme des individus et non pas comme des individus genrés. On a aussi de la représentation en termes de couleur de peau. Bref, on n'a pas de classement entre les individus. En tout cas, pas de classement de par des différences physiques. On a ceux qu'on aime bien, ceux qu'on n'aime pas, des plus ou moins gentils et plus ou moins méchants, mais ça n'est pas lié ni à leur genre, ni à leur couleur de peau, ni à leurs croyances, ni à leur sexualité, ni à quoi que ce soit qui existe dans notre monde. Et c'est en ça, je vous dis que c'est effectivement très violent, l'univers de Meute, mais pas tellement plus violent que notre univers à nous, où on a tant de personnes racistes, tant de personnes misogynes, tant de personnes homophobes, tant de personnes voilà, qui rejettent les personnes trans, les personnes en situation de handicap. Bref, c'est pas plus violent sous tous ces aspects-là, et c'est vraiment appréciable en fait de retrouver ça. Et surtout, que ça ne soit pas un sujet, c'est-à-dire que la sexualité des personnages n'est pas un sujet, leur couleur de peau n'est pas un sujet, leur genre n'est pas un sujet. Voilà, donc tout ça pour moi fait que c'était vraiment une lecture assez incroyable et étonnamment confortable. Et enfin, dernier point, et je passe au livre suivant parce que sinon on va pas s'en sortir, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, que ce soit le personnage de Nat qui, au début a une façon de voir la vie, de penser la vie et de la vivre, qui va évoluer parce que les responsabilités, parce que l'expérience, parce que plein de choses, et je trouve que tous les personnages, en tout cas tous les personnages qu'on voit beaucoup, ont une évolution. On leur propose une évolution, on leur propose une maturité et comment dire,
une remise en question d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très chouette. C'est hyper important aussi de ne pas se glorifier de ses travers et de ses défauts et d'en faire des qualités alors que ça n'en est pas. Et là, c'est pas le cas. On remet en question les défauts des personnages. Eux-mêmes se remettent en question. Et quand ils ne le font pas, leurs amis, compagnons et autres les incitent à le faire. Et c'est très chouette. J'ai adoré le personnage de Val que j'ai trouvé vraiment intéressant, vraiment très fort, très puissant, très bienveillant, très doux. Enfin, pour moi, il avait des qualités incroyables. C'était très très chouette. J'ai vraiment adoré tout ça, toutes ces évolutions. Je tiens à préciser quand même en dernier point, et après on passe au livre suivant, qu'on n'est pas sur un livre qui est clos. C'est-à-dire que les personnages ont eu une vie avant, on le sait et on le sent, et on sent bien qu'ils auront une vie après. Ça veut dire qu'ils ont, c'est comme si le livre n'était qu'un instant, quelques mois, années de leur vie, et il y a un avant et un après. On n'est pas dans un univers clos où l'avant n'existe pas vraiment, ou du moins il est évoqué vite fait, et l'après, voilà, il n'y a pas d'après. Donc il n'y a pas de grosses actions, il n'y a pas de gros, enfin il y a quelques actions, mais il n'y a pas de gros enjeux de sauver le monde, etc. C'est pas du tout l'objectif. Et j'ai trouvé que ce côté tranche de vie était vraiment génial et très très chouette et très bien fait. Voilà pour Meute, j'en ai parlé pendant 10 minutes. Je vais pas faire ça avec tous les livres, sinon on va se retrouver avec un bilan qui va durer bien trop longtemps. Donc le livre suivant, j'ai écouté en l'occurrence le tome 2 des Royaumes Immobiles d'Ariel Holz. Je vous ai parlé du tome 1, je vous remets ça en barre d'infos. Et je vais aller assez vite parce que c'est un tome 2. J'ai trouvé que ce tome 2 était tout aussi bon que le précédent. J'ai beaucoup aimé l'évolution d'Ivy, que j'ai trouvé très intéressante. J'ai entendu certaines critiques concernant le fait qu'elle était prête à tout pour parvenir à ses fins et qu'elle était un petit peu peut-être, on va dire, amorale. Moi, j'ai pas trop trouvé, j'ai trouvé qu'au contraire, c'était assez cohérent. L'auteur n'a pas peur de faire prendre des décisions peut-être un peu impopulaires à ses personnages, n'a pas peur de les mettre en danger, de les blesser, voilà. Vous n'êtes pas très très sécure quand vous lisez, je trouve, ce livre et c'est très chouette. Et encore une fois, j'insiste beaucoup sur tout ce qui va être aspect mythologique des fées. C'est hyper bien fait, on sent bien toutes les références culturelles qui ont été tirées. Et je trouve ça génial, j'ai beaucoup aimé tous ces aspects-là. J'ai trouvé que ce livre regorgeait de culture, regorgeait de clins d'œil à notre culture et que c'était vraiment intéressant, vraiment bien fait et ça permet de repenser peut-être à des choses qu'on a vues. Je vous disais, il y a du Shakespeare par exemple et c'est très chouette. J'ai beaucoup aimé la fin qui est un petit peu comme une espèce de retour aux sources de l'univers des fées et de la création des fées et c'était très bien fait. Bref, c'était une excellente lecture, une très bonne duologie. Je trouve qu'Ariel Holz a une plume qui est vraiment très bonne, de qualité, qui ne prend pas, parce que ça reste du jeunesse, il ne prend pas les pré-ados pour des imbéciles et c'est très bien. Il permet de créer des liens avec notre culture à nous qui sont aussi très intéressants. Et l'histoire est surprenante. Il y a des plot twists que j'ai pas vu venir, alors qu'en général je les vois quand même assez souvent venir. Là, je les ai pas vus venir. Il y a eu des retournements de situation qui étaient assez inattendus, bien menés, intelligents. Voilà, je ne peux que vous recommander la lecture ou l'écoute des Royaumes Immobiles si vous aimez un petit peu l'univers des fées, parce que je peux concevoir que ça ne plaise pas à tout le monde, bien évidemment, mais je pense que si on se met dans cette optique de fées, mais pas de fées comme on peut en voir beaucoup à l'heure actuelle en young adult, vraiment un côté beaucoup plus à la base de la mythologie des fées, tout simplement. Bref, très chouette lecture, je vous recommande et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou écouté et ce que vous en avez pensé parce que moi je ne m'attendais pas à autant apprécier. Ensuite, j'ai lu sur ma liseuse en lecture du soir Nos jours brûlés de Laurane Fassou qui est une autrice française et dans Nos jours brûlés qui est un espèce de roman, je dirais ado, young adult. On va suivre un personnage dont je ne me rappelle plus le prénom parce que ça fait un certain temps, qui part avec sa mère de Belgique, je crois qu'elles sont en Belgique à l'origine, et qui vont vers le continent africain et notamment l'Afrique de l'Ouest pour essayer de résoudre un problème qui s'est abattu sur l'humanité et sur la Terre entière, à savoir qu'il n'y a plus de soleil. Le soleil a disparu et les journées sont des successions de plus ou moins sombres, plus ou moins noires, et vraiment il n'y a plus de lumière du soleil du tout. Donc nos deux personnages, la jeune fille et sa mère, partent sur le continent africain qui est
l'un des continents qui a le plus de luminosité, si on peut dire ça, suite à la réception d'un courrier du grand-père de l'héroïne qui apparemment était dans une espèce de ville magique et aurait potentiellement la solution à tout ça. Et il les envoie dans les montagnes de on ne sait pas trop quelle forêt d'Afrique pour résoudre voilà, le problème et faire revenir le soleil, tout simplement. Dans Nos jours brûlés, on suit ce jeune personnage qui a la vingtaine, et ça m'a assez étonnée parce que j'ai trouvé qu'elle était très jeune dans sa manière de penser et d'interagir. Je la voyais plutôt ado que jeune adulte, mais elle a 20 ans, et elle est assez intéressante parce que elle, peut-être parce qu'elle a 20 ans justement, même si on dirait qu'elle fait plus jeune, elle n'a pas cet aspect agaçant des adolescents de romans ado, jeune adulte. Elle est assez capable de remise en question, de réflexion, de se pousser plus loin sans tout prendre pour elle, en fait, qui est le problème en général de l'adolescence, hein, de tout prendre pour soi. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle part avec sa mère, qu'elles enquêtent, qu'elles interrogent un petit peu différents villages et qu'elles essaient de retrouver des indices pour retrouver la ville de Judu, qui est une espèce de ville magique, a priori, dont personne ne sait l'existence, ou en tout cas personne ne sait exactement où c'est. Et donc très rapidement, il va se passer plein de choses qui font que on change totalement de situation et on se retrouve dans plutôt cette fois-ci quelque chose qui va être autour de l'apprentissage de la magie, etc. Mais je vous laisserai découvrir parce que je ne veux pas du tout vous spoiler. J'ai trouvé dans l'ensemble que c'était une très bonne lecture parce que, pour plein de points, déjà d'une parce que c'était plutôt bien écrit, très simple mais bien écrit, pas de problème typique qu'on peut retrouver dans les romans un peu ados avec des tropes trop classiques, trop revus ou pas bien détournés, pas de problème d'écriture à proprement parler en termes de structure, de syntaxe et tout. Tout ça c'était vraiment très chouette, très bien fait. Mais pour moi, le gros point fort et la grosse originalité de Nos jours brûlés, c'est surtout qu'on va totalement changer de paradigme puisque nous ne sommes plus du tout dans de la culture occidentale et ça fait du bien. On est totalement dans de la mythologie d'Afrique de l'Ouest, un petit peu Afrique centrale, mais beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Et donc on change totalement d'univers parce que on connaît si peu la culture des pays d'Afrique et notamment d'Afrique de l'Ouest qu'on est déstabilisé avec tous ces nouveaux noms. En tout cas, quand je dis on, c'est moi, hein, d'autres gens sûrement aussi, mais avec tous ces nouveaux noms, ces nouveaux dieux, ces nouvelles croyances. Alors, il y a des choses qui se recoupent un peu avec la mythologie occidentale, parce qu'il y a des grandes figures qui se retrouvent, je pense, dans un petit peu toutes les mythologies, mais dans l'ensemble, c'est assez déstabilisant et c'est très chouette. Moi, personnellement, j'ai eu la sensation d'apprendre plein de choses. Alors, il y avait des choses que j'avais déjà vues parce que, ayant lu un petit peu Ya Gyazi, j'avais lu No Home, il y avait déjà des trucs un peu de mythologie, donc il y a des choses que j'ai pu retrouver et transposer et comprendre, voilà. Mais sinon, je pense que si on a zéro culture, vraiment, et moi, mon niveau est à 2% à tout péter, hein, ça peut être vraiment très très chouette de se lancer par ce biais écrit pour des ados, parce que c'est une façon simple de rentrer dans une totale autre culture et mythologie. J'ai trouvé que l'histoire allait vers quelque chose qui était plutôt chouette. Après, j'ai trouvé que la résolution était très très rapide, peut-être un petit peu facile, mais il y a un deuxième volume, donc à voir comment ça s'articule par rapport au premier. Je limite, le premier pourrait se suffire à lui-même parce qu'on a quand même une fin. Après, voilà, il y a des questions qui restent en suspens, donc ça dépend de vous si la fin vous convient ou pas. Moi, je lirai avec plaisir le deuxième volume parce que, voilà, encore une fois, je vous dis, l'univers était intéressant, j'ai appris plein de choses et ça m'a totalement sorti de peut-être tous mes conforts d'occidental habitué à avoir beaucoup de littérature occidentale entre les doigts, donc c'était vraiment très chouette pour toutes ces raisons-là. L'histoire est au début assez lente, mais ça s'accélère après, et peut-être un peu trop, puisque du coup cette fin est un peu rapide et étonnante, mais pourquoi pas, voilà. C'était une chouette lecture. Je dirais pas que c'était un coup de cœur, je dirais pas que c'est la meilleure lecture du mois d'avril, mais ça valait le coup d'être lu, ça valait le coup d'être découvert, et je suis curieuse de lire la suite. Autre petit point que je mets au crédit de l'autrice, c'est qu'à la fin, il y a toute une espèce de postface où elle explique comment l'histoire lui est venue, elle explique un petit peu les dieux, déesses que l'on va croiser, les noms mythologiques, ses inspirations, et ça c'est très chouette parce que ça apporte aussi un support culturel à creuser et hyper intéressant. La dernière lecture dont je vais vous parler, c'est Light Lark d'Alex Astor, qui était un peu la grosse sortie Lumen d'avril qu'on a vu, je pense, tous et toutes absolument partout parce que l'objet livre est absolument sublime et que je pense que très concrètement, on a vendu le livre sur la beauté du livre en lui-même plus que sur le contenu.
Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, bien que j'en doute, je vous le remontre. Voilà, on est sur une couverture extrêmement travaillée, très belle, de très belle qualité, avec un jaspage magnifique. Et la deuxième et troisième de couverture, qui sont une très belle illustration de la ville de, je ne sais plus comment ça s'appelle, de Lightlark. Hein, bah oui. Bref, et ensuite, voilà, l'autre côté avec l'océan, etc. Donc, livre absolument magnifique que j'ai acheté principalement, je pense, pour cette raison et que j'ai décidé de sortir le plus vite possible. Et ça s'est très bien trouvé puisque Pénélope aussi, et que du coup, on se l'est fait en lecture commune et que ça a été franchement assez rapide à lire et plutôt une bonne découverte. Dans Lightlark, on suit le personnage d'Isla, qui est une jeune femme et qui est aussi une reine, reine des sauvages, donc du royaume des sauvages, qui ont plutôt des pouvoirs magiques autour de la nature, des plantes, etc. Et dans cet univers, une fois tous les 100 ans, se réunissent les 6 souverains des 6 royaumes, oui, se réunissent les 6 souverains des 6 royaumes à la capitale, entre guillemets, qui est Lightlark, et les 6 souverains ensemble vont devoir essayer à la fois de créer des alliances et en même temps de se faire des ennemis aussi pour résoudre la malédiction qui les touche et qui fait que chaque royaume a une malédiction qui lui est propre et évidemment qui est pas cool du tout. Typiquement, le roi solaire ne peut plus sortir la journée, le roi nocturne ne peut plus sortir la nuit. Voilà, ils sont un peu coupés de l'essence de leur pouvoir, tous autant qu'ils sont. Et Isla, qui est très jeune par rapport aux autres souverains qui sont beaucoup plus âgés qu'elle, eh bien va devoir se débrouiller avec tout ça, d'autant qu'elle cache un petit secret que je vous laisserai découvrir. Je vais pas vous en dire plus parce que ça serait dommage de spoiler quoi que ce soit, puisque j'ai trouvé que l'un des points forts de ce livre, c'était qu'il avait des plot twists intéressants, des révélations intéressantes et assez bien réparties tout au long du récit. Ça veut dire qu'on vous balance pas tout à la fin, tout au long vous découvrez et apprenez des choses, et ça c'est vraiment un des points forts selon moi. On est somme toute, en tout cas au début, sur un trope assez classique. Je veux dire, il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extrêmement innovant, mais là où l'autrice a su se démarquer, c'est déjà de par ses plot twists et de par sa capacité à totalement changer, à totalement renverser les situations et à vous surprendre. Et moi, il y a plein de choses que j'avais vu venir, mais surtout plein de choses que je n'avais pas du tout vu venir. Et ça, c'était très chouette. C'est relativement bien écrit. Je pense que Lumen a fait un très très gros travail de traduction parce que de ce que j'ai compris en VO, il y avait beaucoup de critiques concernant l'écriture. Donc voilà, Lumen a fait son travail jusqu'au bout. On n'a pas qu'une belle couverture, on a une excellente traduction. Et ça passe franchement très bien. C'est, comment vous dire, c'est du jeune adulte, donc il y a des tropes un peu typiques du jeune adulte, que parfois qui m'ont fait lever les yeux au ciel jusqu'au moment où on arrivait à un passage où l'autrice vous a retourné le cerveau et vous dit bah, tout ce que vous croyez être vrai ne l'est pas, et là on repart sur autre chose. Franchement ça s'était bien fait. Il y a juste, je déplore un moment où on est sur une espèce de quête, une recherche, et ça se répète un peu trop, c'est-à-dire qu'on a sur le schéma de on part à faire la recherche, il nous arrive X et Y choses, on revient blessé et on repart faire la recherche. Et ça, bon voilà, une fois, deux fois, au bout de 6 ou 7 fois, j'en avais un petit peu marre. Mais heureusement, au moment où j'ai commencé à en avoir marre, on est arrivé sur l'accélération finale avec les révélations finales et c'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé ce livre et j'en suis la première étonnée parce que franchement, alors vous allez dire c'est bizarre d'acheter un livre si on se dit qu'on va pas l'aimer. Je pensais pas ne pas l'aimer, mais je pensais pas être aussi convaincue par l'écriture, enfin par l'écriture, en tout cas par la manière dont c'est pensé et par bah voilà, les événements qui se produisent. Euh, donc très chouette découverte. J'espère que le 2, puisque je crois qu'il y a une suite, alors je sais pas combien il y en a, mais j'espère que le 2 sera à la hauteur de ce premier volume qui était très très bon. Moi qui suis pas une grosse lectrice de jeunes adultes, de romantaisie, etc., j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette. Si vous aimez la romantaisie, je suis pas sûre qu'il faille se diriger vers ça parce que concrètement, on a assez peu de romance et bon bref, je vais pas trop en dire, mais je sais que beaucoup ont été déçus par certains aspects de la romance naissante qui moi m'ont énormément plu parce que je détestais cette romance qui commençait à arriver et qui était un des gros points négatifs pour moi. Donc tout ça pour vous dire que c'était une bonne découverte, c'était une bonne lecture. L'objet livre ne gâche absolument rien à cette lecture et je pense que peut-être finalement y être allé sans avoir d'attente a fait que j'ai plus apprécié ma lecture que si j'en avais eu.
Du coup, je commence à me dire qu'il faudrait peut-être que je relise un petit peu plus de jeunes adultes. Alors, peut-être pas tout ce qui sort parce que je pense qu'il y a à boire et à manger, mais certains que j'ai vu beaucoup passer avec beaucoup de bonnes recommandations, par exemple Le Pont des Tempêtes. Pourquoi pas, puisque bah, ça peut être très chouette et que j'ai l'impression que les auteuristes maintenant font l'effort de peut-être reprendre des tropes un peu classiques du jeune adulte, mais en font autre chose. La dernière lecture dont je vais vous parler, c'est le tome 2 de L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein, que j'ai lu dans le cadre de l'Explora livre d'avril du coup. On avait lu le tome 1 en mars, on a lu le tome 2 en avril, et je vais pas trop vous résumer parce que ça risquerait de spoiler. Ce que je fais, c'est que je vous remets en barre d'infos mon avis sur le tome 1 si vous voulez un résumé, parce que je crois que j'ai tellement de fois résumé ce livre que je ne peux plus le faire, et je vais vous donner un avis sans spoil sur ce tome 2. Donc moi, ce tome 2, je l'ai beaucoup plus apprécié que le tome 1. Pourquoi? Il y a deux raisons majeures, trois raisons majeures on va dire. Premièrement, on change de point de vue et moi, j'aimais pas tellement les personnages qu'on suivait dans le 1. Deuxièmement, on accélère et il se passe beaucoup plus de choses et on a des révélations et ça c'est très chouette. Troisièmement, je trouve que dans l'ensemble, l'univers s'assombrit et c'est un petit peu ce que je recherchais en lisant ce livre. Donc pour moi, les trois points forts de ce deuxième tome par rapport au premier, c'est ces trois-là et je trouve que en ça, il est meilleur que le premier. En fait, j'ai l'impression, en ayant lu ce tome 2, que le problème de cette duologie, c'est qu'il y a peut-être une construction qui, en tout cas, qui n'est pas à mon goût, à moi, qui a plu à plein de gens et il n'y a pas de souci. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, j'aurais peut-être aimé qu'on ait déjà un peu plus ces points de vue qui apparaissent dans le tome 2, fin du tome 1, que certaines des révélations qui sont données dans le tome 2 apparaissent plus progressivement dans le tome 1 pour arriver à la révélation, quitte à l'avoir un petit peu senti arriver, mais au moins j'aurais eu l'impression que dans les moments où j'avais la sensation qu'il se passait rien dans le tome 1, bah, il se passait quand même quelque chose et qu'il y avait des révélations qui allaient arriver. Voilà, pour moi le problème de cette duologie, c'est qu'on a une répartition qui fait que le tome 1 est assez plan-plan, avec des longs moments où il se passe pas grand-chose, des personnages que moi j'ai trouvé antipathiques, mais ça m'est propre. Et du coup, ce tome 2, c'est un peu une explosion où il se passe plein de trucs, où on a un univers qui d'un coup s'assombrit, où on a des personnages beaucoup plus intéressants avec beaucoup plus de choses à apporter. Et voilà. Et du coup, ça fait que bah, l'ensemble est chouette, mais il aurait fallu peut-être remanier ça pour que ça soit plus équilibré. Bref, donc dans l'ensemble, j'ai beaucoup plus aimé ce tome 2. Pour moi, le gros point faible de ce tome 2, c'est la fin que j'ai trouvée, et j'étais pas la seule, assez incompréhensible, avec des personnages qui reviennent de nulle part, on sait pas trop pourquoi ni comment, c'est un peu bizarre, avec une espèce de gros truc tout mélangé, une espèce de boule de nœud où on essaye de démêler les fils, mais il y a tellement d'intrigues parallèles à démêler que du coup ça devient pas très très clair. Mais bon, voilà, somme toute, à la fin, on comprend bien où ça va, on comprend bien ce qui se passe, on ferme pas le livre en n'ayant rien compris, mais il y a un passage sur la fin comme ça où tout est mélangé et j'étais un peu larguée, j'ai dû relire des pages à certains moments parce que j'avais l'impression d'avoir raté quelque chose, notamment si vous l'avez lu, vous verrez de qui je parle, avec ce personnage qui revient voilà, comme ça, qui apparaît, je ne sais pas, ça m'a beaucoup déstabilisée. Donc je sais pas si j'ai raté quelque chose ou il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais c'était bizarre. Mais sinon, dans l'ensemble, ce tome 2 était quand même pour moi bien meilleur. Il ressemblait bien plus à du Aurélie Wallenstein que le tome 1, en tout cas en termes d'ambiance, de côté sombre, de travail de psychologie des personnages, c'était bien meilleur. Je sais que Juliette a abandonné, que ça l'a pas du tout fait. Je sais que Pénélope a été plus mitigée que moi. Mais pour moi, ça reste quand même une chouette lecture. Voilà, encore une fois, je déplore simplement l'organisation entre les tomes qui donne un petit peu l'impression qu'on a deux tomes qui ne devraient être qu'un seul tome et qui auraient dû être remaniés, en tout cas sur la fin du tome 1, début du tome 2, peut-être un peu plus mélanger ça pour que ça soit, voilà, que ça perde pas de son intérêt parce qu'à la fin du tome 1, moi j'avais un peu perdu l'intérêt, voilà. Mais après, j'avais quand même bien aimé le tome 1, c'était pas mauvais pour autant, attention, hein, je le redis, ça n'était pas mauvais, c'était juste que j'ai de grosses attentes en fait avec les écrits d'Aurélie Wellenstein, ce qui est pas cool au final, mais parce que j'ai lu des tellement bons textes d'elle, à savoir Le Dieu Oiseau qui était excellent, Le Désert des Couleurs que j'ai adoré, Mère Morte que j'ai adoré aussi, que du coup, oui, effectivement, j'ai été un petit peu déçue par ce tome 1 et un peu désolée que ce tome 2 soit autant supérieur au précédent. Soit, je vous recommande, si vous avez envie de lire de la dark fantasy,
pas trop dark, pas trop effrayante, pas trop glauque. Ça passe très bien parce que c'est vraiment de la light dark fantasy quoi. C'est ça va, c'est pas, on va pas être traumatisé. Si vous avez peur des araignées, très sincèrement, pour ce qu'on en croise, vous pouvez y aller, je pense. Je crois qu'on en croise 2 ou 3 peut-être. Voilà, donc il n'y a pas trop de problèmes vis-à-vis de ça. Et c'était d'ailleurs une des critiques que faisait Juliette au livre et que je comprends parfaitement, effectivement, quand on vous vend de la fantaisie avec des araignées partout, s'il n'y a pas d'araignées ou s'il n'y en a que 2 ou 3 qui se baladent, bon, ça fait un peu léger, mais soit. Du coup, j'avais quand même beaucoup aimé ce deuxième tome et j'avais trouvé que c'était beaucoup plus dans ce que j'attendais de la part de l'autrice. Et donc, tant mieux parce que ça a conclu cette duologie sur une bien meilleure note que la fin du premier tome. Voilà mes 5 dernières lectures. J'ai beaucoup parlé pour 5 lectures et en même temps j'avais beaucoup de trucs à dire sur Meute que j'ai vraiment adoré et que je vous recommande plus parce que très bonne lecture. Mais au moins j'ai clôturé mon bilan lecture d'avril et ça c'est une très bonne chose. Donc, je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai évoqués, si vous les avez aimés et si vous les avez pas aimés, pourquoi. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des recommandations, que ce soit d'idées de vidéos, parce que voilà, vous pouvez m'apporter des idées très chouettes, que ce soit des recommandations lecture que je note toujours précieusement sur Booknode. Et je vous souhaite une bonne journée, plein de bonnes lectures, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.